Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur le mètre tel qu'il a été évoqué dans BAM pour détailler certaines choses. Alors tout d'abord, vous vous souvenez que quand on est allé à Pumapunku en 2016, on a mesuré 3 blocs en forme de H qui faisaient 1 mètre de hauteur. Mais en fait, je me suis aperçu après que 2 archéologues allemands l'avaient fait avant nous, un peu plus de 100 ans avant, en 1892. Ils ont mesuré plusieurs blocs, eux, et donc vous voyez les dessins ici, les esquisses de ce qu'ils ont fait. Et on s'aperçoit aussi une chose qu'on n'a pas faite, que ces blocs mesurent 1 mètre de largeur. Donc on est sur une hauteur de 1 mètre et sur une largeur de 1 mètre, ce qui est quand même assez étonnant. Mais on a d'autres dimensions qui tombent sur des nombres entiers dans le système métrique, puisqu'on trouve 30 cm, 22 cm. Alors on peut évidemment envisager le hasard, mais il se trouve que les dimensions que sont la hauteur et la largeur de ces blocs sont les dimensions principales. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça ? Donc voilà le problème. Puisque le mètre est relié à la mesure de la Terre, si ce sont bien les pré-Incas qui ont bâti ce site, alors il n'y a pas 50 possibilités. Soit c'est le hasard, soit les pré-Incas ont mesuré la Terre, soit on le leur a transmis. On croit généralement que c'est impossible parce que ce n'est pas ce que nous dit l'histoire. Mais BAM pose la question suivante. Et si le mètre avait été connu dans les anciens temps, et donc le fait de le retrouver sur certains sites ne doit rien au hasard? Parce que vous allez voir qu'il y a des raisons pour lesquelles on peut vraiment légitimement s'interroger. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de faire table rase sur ce qu'on croit savoir. Et à la manière d'une enquête de police, on va récolter des indices, des faits, sans se censurer parce qu'on croirait ça impossible. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on a des a priori et des préjugés, et donc on n'est plus réellement dans la méthode scientifique. Ce n'est pas parce qu'on croit une chose impossible qu'elle est nécessairement impossible ou qu'elle ne s'est pas produite. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire bâtir une pyramide. Un carré, le centre de ce carré qu'on élevait, et en faisant varier la hauteur de ce point, on pouvait dessiner toutes les pyramides à base carrée. Les dimensions de la Grande Pyramide sont de 440 coudées royales de base sur 280 coudées royales de hauteur. D'abord, on constate que pi apparaît dans les proportions de la Grande Pyramide. En 1859, l'Anglais John Taylor a remarqué que cette dimension-là, divisée par celle-ci, donne pi. Ce qui veut dire que si on prend la plus grande dimension horizontale visible, c'est ce qu'on voit quand on est face à une pyramide, quand on est au sol, on ne peut pas voir plus, divisé par la plus grande dimension verticale invisible, alors on trouve pi. Alors le pi que trouve John Taylor, c'est un pi à 3,1428. En fait, c'est pi à 22 septièmes, ce qui est une fraction qui est plutôt simple, surtout quand on construit des choses aussi grandes que la Grande Pyramide. Avec n'importe quelle taille de pyramide et qu'elle mesure 3 mètres ou 3 kilomètres de côté, si elle est bâtie sur les mêmes proportions, on retrouvera toujours cette même chose, demi-périmètre divisé par la hauteur qui donne pi, qui donne ce pi. Alors pour rappel à ceux qui auraient oublié, le périmètre, c'est le tour. Vous voyez sur cette image, ça c'est le tour de la pyramide. Le demi-périmètre, c'est un demi-tour. C'est en fait ce qu'on voit quand on est au sol, on ne peut pas voir plus que le demi-périmètre d'une pyramide. Pour l'anecdote, ça paraissait tellement improbable en 1850 que les Égyptiens aient pu connaître ce nombre, que d'un côté, on a les déistes créationnistes qui se sont opposés aux athées évolutionnistes, parce que les premiers pensaient que pi avait été inspiré aux Égyptiens de manière divine, alors que les autres pensaient que c'était simplement le hasard. Et en fait, vous allez voir que la question n'a pas beaucoup changé. C'était en 1850, on est en 2020, où on est toujours quasiment au même point. On va revenir sur ça un petit peu plus tard. Ensuite, on s'aperçoit que le nombre d'or apparaît dans les proportions de la Grande Pyramide. Alors regardez, ça c'est le profil pyramidal. Dans ce profil pyramidal, on voit que si la base fait 2, la hauteur fait la racine carrée du nombre d'or, et l'apothème, l'apothème c'est la ligne qui sépare une face en deux, comme on le voit ici sur cette image, à ce moment-là va valoir le nombre d'or. Après, à partir de ça, on fait un produit en croix. Vous l'avez tous vu à l'école. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais à partir de ce produit en croix, on va pouvoir déterminer les différentes dimensions qui permettent de bâtir une pyramide avec ce type même de proportion. Alors, si on fait une base qui est égale à 440, on n'obtient pas exactement 280. Voilà ce qu'on obtient. Pour les puristes, on est à 0,15 coudées d'écart, ce qui fait 7 cm 8. Ce qui n'est pas grand-chose quand on considère la hauteur de la Grande Pyramide qui a plus de 140 mètres. Mais c'est très probablement parce que ces proportions sont les plus proches avec un nombre entier et des dérivés du nombre d'or. Et qu'en fait, si vous cherchez, vous verrez qu'on ne peut pas trouver quelque chose d'aussi simple qui se rapproche d'aussi près de ces dimensions-là. Ou alors, ça vous oblige à avoir une fraction à la place du 2. Et la deuxième raison, à mon avis, c'est parce que en fait, le rapport du nombre d'or, c'est un rapport statistique. Ce n'est pas quelque chose de parfait sur lequel on doit se calquer, c'est quelque chose vers lequel on doit tendre.
On remarque également, c'est une constatation qu'on fait, que le profil pyramidal s'inscrit dans un heptaèdre. Alors un heptaèdre, c'est un polygone à 7 côtés. Et la particularité de ce polygone, c'est qu'on ne peut pas le tracer au compas sans passer par le calcul. On continue. La totalité des surfaces visibles, c'est-à-dire les 4 faces divisées par la surface invisible, la base, nous donne le nombre d'or. Et maintenant, pour reprendre notre histoire de demi-périmètre, ce qu'on constate, c'est que si on prend le demi-périmètre divisé par la hauteur visible, et bien à ce moment-là, on obtient pi. Mais si on prend le demi-périmètre et qu'on le divise par la hauteur totale, c'est-à-dire jusqu'au plancher de la chambre basse, à ce moment-là, on obtient le nombre d'or au carré. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que cette dimension, c'est-à-dire cette hauteur totale, est indépendante de la forme de la pyramide à la base. Ça aurait pu être 10 coudées plus bas, 10 coudées plus haut. C'est la structure interne et la géométrie de la structure interne qui veut ça. Et maintenant, ça c'est ce qu'on avait vu dans LRDP. Rappelez-vous ce qui se passe si on divise la hauteur par 2, par 3, par 4 ou par 5. La hauteur visible divisée par 2 donne le sommet des chevrons de la chambre haute. Divisée par 3, elle donne la hauteur du plafond de la chambre haute. Par 4, c'est le sommet des chevrons de la chambre médiane. Par 5, c'est le plancher de la chambre basse. Et par 7, le plancher de la chambre médiane. Pour ceux qui voudraient pousser plus loin cette histoire de hasard et savoir de quoi il retourne, je vous renvoie sur le site de Quentin Leplat, dont je vais mettre le lien dans la description et ici à l'image, où il a fait avec un ingénieur une feuille de calcul très simple qui permet de générer de manière aléatoire des milliers et des milliers de pyramides pour voir à quel point le rapport de proportion de la grande pyramide est unique en son genre par rapport à la manière dont il fait apparaître pi et le nombre d'or. Mais maintenant, voici, par l'entremise de Rainer Stadelmann, toujours dans la révélation de pyramide, la position de l'égyptologie face à la connaissance de pi et du nombre d'or par les anciens Égyptiens. Il est très peu probable, calcul à l'appui, que les Égyptiens aient connu le chiffre pi. Le nombre d'or est également une unité relative dans les pyramides et dans les temples des pyramides. Il n'est jamais évoqué dans les calculs égyptiens et donc improbable. Pour eux, les Égyptiens n'étaient ni des intellectuels ni des matheux. En fait, c'était des gens très pragmatiques qui travaillaient avec des cordes à nœuds et des piquets. Et en fait, ils ne passaient pas par le calcul. Et s'ils obtiennent ça, c'est parce qu'ils avaient la volonté de travailler avec des fractions simples et de réaliser toutes sortes d'édifices à partir d'une géométrie relativement simple. Donc, il n'y a aucune intention, selon l'égyptologie, il n'y a aucune intention de faire figurer ces nombres. On peut faire des découvertes comme ça surprenantes avec un tabouret de cuisine. S'il est bien proportionné et bien dessiné, il y a fort à penser qu'on trouvera aussi des proportions très intéressantes. Mais ne mettez pas d'intention cachée ni d'interprétation dans ces valeurs arithmétiques et géométriques. Alors pourquoi on pense ça? Parce qu'on n'a tout simplement rien retrouvé, ou quasiment rien retrouvé, évoquant les mathématiques. On a le papyrus Rhind qui, au passage, évoque quand même le calcul d'une pyramide tronquée. Donc c'est un calcul qui est un petit peu complexe. Mais la plupart du temps, ce qu'on dit, c'est que le niveau mathématique des Égyptiens était plutôt faible. Ce à quoi on pourrait opposer qu'on n'a pas trouvé non plus de traités architecturaux. Dans tout ce qu'on a retrouvé, les Égyptiens écrivaient sur beaucoup de choses, leur style de vie, l'alimentation, la médecine, la sexualité, toutes sortes de choses. Mais on n'a rien retrouvé en traités architecturaux et on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien construit. Donc je pense que en fait, l'explication à ça est très probablement du côté de ce que Jean Leclan nous en a dit. Je pense que le nombre d'or a été réalisé par les anciens Égyptiens et là aussi, ils ne peuvent pas tomber à tous les coups pile sur la résolution, une résolution parfaite. Par conséquent, il faut bien qu'ils aient cette connaissance. Il n'est pas dans leur culture de le faire connaître. Ça reste un secret. Et le mieux garder des secrets, c'est justement de l'exprimer nulle part. Les dimensions de la Grande Pyramide ont été établies à 440 coudées de base sur 280 coudées de hauteur. Alors ça, c'est pas sorti du chapeau, c'est le résultat de différentes campagnes de mesures qui se sont faites au cours du siècle dernier, où on a par exemple Flinders Petrie qui avait retrouvé les coins, les angles de la Grande Pyramide, qui avait tendu des câbles, et c'est comme ça qu'on a pu estimer cette forme. Mais comme aujourd'hui on n'a plus le parement,
l'argument qui est fréquemment opposé, c'est de dire qu'on a une coudée variable qui est entre 52 et 53 cm. On a trouvé un grand nombre de coudées, c'est-à-dire l'instrument de mesure lui-même. Or, les valeurs de ces coudées varient d'une manière assez considérable. Elles vont de 52 à 53 cm. Partir de ces coudées variables pour en tirer des conclusions sur des chiffres irrationnels me paraît très aventureux. On peut bien évidemment envisager que sur 3000 ans d'histoire, la coudée ait pu varier, comme ça a été le cas chez nous avec les cathédrales. On va reparler de ça. Mais la coudée qui nous intéresse, c'est celle qui a été employée dans la construction de la Grande Pyramide. Alors pour la retrouver, on a fait des campagnes de mesure, on a cherché un module qui permettait de faire rentrer des nombres entiers, un maximum de nombres entiers dans les dimensions qu'on a eues. Et à partir de là, ça a donné dans l'histoire une valeur de la coudée qui a été celle-ci. Ça, c'est ce qui avait été montré dans la révélation des pyramides. Pour Jean-Philippe Lauer, égyptologue français, elle mesurait 52 cm 35, tout comme pour l'astronome grec Eugène Antoniadi. Jean Kérissel, ingénieur des ponts et chaussées avant de devenir égyptologue, lui donnait 52 cm, 3 mm et 6 dixièmes de millimètre. Un des derniers à avoir fait une campagne de mesure, c'est Gilles Dormion, qui est un géomètre, qui n'est pas du tout versé dans les théories alternatives et qui a dressé les plans précis de la Grande Pyramide. Alors, il faut savoir que dans la Grande Pyramide, on a la chambre haute qui a été entièrement bâtie en granit et qui fait que justement, grâce au granit, ça n'a quasiment pas bougé. Ça nous permet de déterminer une valeur de la coudée qui est relativement précise. Rappelez-vous ce que disait Gilles Dormion sur cette valeur de la coudée. Dans Khéops, on peut déduire en mesurant les pièces que la coudée est de 0,5235. 0,5235, c'est une mesure qui est tout de même précise au dixième de millimètre, ce qui est remarquable, parce que quand on considère la chambre haute de la Grande Pyramide, elle a quand même été bâtie par une centaine de blocs qui font entre 12 et 70 tonnes. Donc c'est pour vous donner une idée de la précision. Mais comment on aurait obtenu cette coudée? D'où vient-elle? Selon ce qu'on nous en dit, ça serait en fait la distance d'ici à l'extrémité de la main d'un roi. Donc ce serait ça, la coudée, c'est la coudée royale. Donc on aurait pris ça sur le roi. Et c'est ça qui nous aurait donné cette valeur de 0,5235 ou 0,5236. Mais dans la littérature dite ésotérique, une autre origine est proposée, mathématique celle-là. C'est notamment ce qu'on trouve dans un livre qui est montré dans BAM de Charles von Kellet, qui a été publié en 1956, et dans lequel on voit apparaître le diagramme suivant. Ne vous braquez pas à cause des maths, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Alors regardez attentivement ce petit croquis sur la manière dont on peut obtenir la coudée. Cette dimension vaut 1, pas d'unité, juste 1. La longueur du cercle, c'est cette dimension fois pi, donc là, ça nous donne pi. On découpe le cercle en 6 parties, chacune vaut 0,5236. Et ce qui reste vaut 2,618, c'est le nombre d'or au carré. Ces 3 nombres sont liés par ce cercle de 1 de diamètre. La première question qui vient, c'est pourquoi diviser ce cercle par 6? Pourquoi pas par 5, par 4, par 7? C'est ce qu'a fait Quentin Leplat, et vous allez voir ce qu'on obtient. C'est également la manière la plus simple de découper un cercle. Vous n'avez pas besoin de changer l'écartement du compas, c'est-à-dire que vous faites votre cercle avec le rayon, et puis ensuite vous le reportez, et ça divise automatiquement le cercle en 6 parties. Et le 6, ça faisait aussi partie de la symbolique ancienne qu'on ne peut pas négliger, parce que c'était quand même leur mode de pensée, leur culture, et donc le 6 était associé à l'alliance du ciel et de la terre, des choses du haut et du bas. Donc, pour qu'on soit bien clair, si on décide que le diamètre vaut 1, alors, le tour du cercle divisé par 6 nous donnera 0,5236, qui ne veut rien dire comme ça, puisqu'on n'a pas d'unité. C'est 0,5236. Si maintenant on décide que le diamètre du cercle vaut 1 mètre, à ce moment-là, ce qu'on va voir, ce qu'on va observer, c'est que les 0,5236 deviennent 0,5236 mètres. Ce qui fait qu'une coudée royale égyptienne, celle employée dans la construction de la Grande Pyramide, va valoir 1/6 de pi en mètre. Si on veut mesurer ce cercle, il nous faut une unité de mesure. Prenons le yard. Alors, cette dimension vaut 1 yard, et celle-là, 0,5236 yards, ce qui ne correspond à rien de particulier. En revanche, si ceci vaut 1 mètre, alors cette dimension vaut pi en mètres divisé par 6, soit 0,5236 mètres, soit la valeur de la coudée royale de la Grande Pyramide. Pour l'égyptologie, évidemment, tout ceci ne peut être qu'un hasard. Il est impossible que les Égyptiens aient pu penser en mètres, puisque le mètre a été déterminé en 1795. Donc, ils pensaient en coudées. Si nous, en travaillant avec le mètre, on y trouve des dimensions, des nombres, etc., c'est juste une conséquence de cette chose toute simple
que la coudée royale fait 1/6 de pi en mètre. Les Égyptiens connaissaient beaucoup de choses dont nous sommes héritiers. Pas le système métrique, certes, mais on peut penser que l'approximation, c'était 2 coudées de hauteur, bien entendu. Ça suffisait pour le tailleur de pierre. Et donc, toutes ces relations étonnantes que vous avez pu voir dans la révélation des pyramides ou d'Ambam ne viendraient juste du fait qu'on avait un roi et que ce roi avait un avant-bras qui mesurait en fait 1/6 de pi en mètre. Du moins, ça c'est ce que certains égyptologues préfèrent croire. Maintenant, projetons-nous plus tard, des milliers d'années après, dans la France médiévale, où là, on utilise un autre système de mesure qui s'appelle la quine. Derrière, on a la mesure qui est la mesure de l'empan. Derrière, nous avons la mesure de la palme. Et derrière, la paume, qui va donner ce qu'on appelle la quine, cette suite de 5 mesures organisées, pendant beaucoup de siècles, y compris à la Renaissance, de façon dorée. Ce qui veut dire aux proportions du nombre d'or. Là, on est clairement dans des mesures qui sont en lien avec le nombre d'or. Puisque regardez, si l'empan vaut 1, alors la paume mesure 1 sur le nombre d'or au carré, la palme mesure 1 sur le nombre d'or, le pied mesure le nombre d'or et la coudée, le nombre d'or au carré. Mais parmi toutes ces quines qui vont être utilisées au Moyen-Âge, il y en a une qui se distingue de toutes les autres, qui est la quine royale, qui va être imposée par la royauté et qui a une coudée royale, du même nom que la coudée égyptienne, qui va valoir 0,5236 mètres, exactement la même valeur. Évidemment, on a des mesures qui sont variables selon les régions, selon les époques, mais celle qu'on trouve qui voyage le plus de région en région va être cette coudée-là qui fait aujourd'hui qu'on la mesure 52,36. Parmi ces différentes coudées du Moyen-Âge, une est très particulière, la coudée royale médiévale, de même valeur que celle employée pour la construction de la Grande Pyramide. Mais d'où vient cette coudée médiévale? C'était tout de même celle qui était utilisée en Île-de-France, en Picardie, en cette région-là, cette région centrale. Et comme le pouvoir va dominer le territoire petit à petit, moi je suis en Occitanie par exemple, mais on va passer aussi au sein de la couronne de France et on va voir des maîtres d'œuvre royaux qui vont aller un peu partout. Ce qui veut dire que cette coudée a été imposée par la royauté, qui plus de 3500 ans après la construction de la Grande Pyramide serait alors par hasard tombée sur la même valeur. Tout aussi troublant que les conséquences d'un choix qu'on ne s'explique pas. Donc 3500 ans après la date supposée de la construction de la Grande Pyramide, on a une coudée qui a le même nom, qui s'appelle coudée royale, et qui a la même valeur. Est-ce que c'est une coïncidence ? Allons un petit peu plus loin dans le temps. Là, on arrive en 1780. On a le mathématicien français qui s'appelle Alexis Jean-Pierre Tocton qui publie un livre au titre assez long et dans lequel il fait état d'une relation entre le pied géométrique qui va être employé dans la construction de la Grande Pyramide, selon lui, et les dimensions de la Terre. Alors, on n'a pas de lien avec le mètre, mais on a déjà cette idée qui traîne 14 ans avant qu'on emploie le mètre, que la Grande Pyramide aurait été construite en lien avec les dimensions de la Terre. Et donc là, on arrive en 1795, et c'est le moment où on a la définition du mètre comme étant la 10 millionième partie du quart d'un tour de la Terre. Alors pour faire simple, c'est juste la distance de l'équateur jusqu'au pôle qui va faire 10 000 km. Et on va avoir 40 000 km pour le tour. Il a été décidé que ce cercle serait fractionné en 40 millions de parties, donc 40 millions de mètres, ce qui a alors donné la longueur de notre mètre qu'on lui connaît. Mais si au lieu de 40 millions, on avait divisé ce cercle en 50 millions de parties par exemple, il aurait été plus court d'environ 20 cm. Je me suis alors demandé, mais pourquoi l'a-t-on divisé en 40 millions? Pourquoi pas en 36 millions, ce qui aurait été plus logique puisqu'on divise un cercle en 360 degrés? Notre mètre aurait pu être plus grand ou plus petit si on avait divisé le tour de la Terre par 50 millions, 36 millions, ça c'est ce que je vous ai montré dans BAM. Et ça n'aurait pas changé grand-chose pour nous, on aurait une unité un tout petit peu plus grande ou plus petite. Mais le fait d'avoir divisé la Terre par 40 millions et d'avoir obtenu cette valeur précise du mètre va avoir des conséquences extraordinaires sur ces mesures de notre passé. Alors regardez, tout d'abord on va s'apercevoir justement que la coudée royale va faire 1/6 de pi en mètre, ce qui est mis sur le dos d'une banale coïncidence, mais vous allez voir comme le hasard fait bien les choses. Donc en fonction des auteurs, on a une coudée qui est à 0,5235 ou 0,5236 mètres. Quand elle est à 0,5235, elle diffère seulement d'1/10 de millimètre par rapport à notre croquis. Et sur ce simple croquis, vous voyez les liens étonnants qu'il existe entre le mètre, pi, le nombre d'or, l'unité, puisqu'on a le 1, et la coudée. Et ça fait beaucoup pour un simple petit dessin comme ça. Prenons maintenant les mesures de la Grande Pyramide en mètres.
Ces proportions font que si on divise ça par ça, dans n'importe quelle unité de mesure, le résultat donne pi. Mais quand on est en mètres, cette dimension divisée par celle-ci donne pi. Mais cette dimension moins celle-ci donne pi fois 100, ce qui ne fonctionne qu'avec le mètre. Alors ok, 100 fois pi, c'est pas pi, mais on pourrait dire que c'est pi en hectomètres. Et ça, c'est une chose qui est un peu étonnante. Pour les anciens, on semble faire flotter la virgule, et d'ailleurs, vous voyez que ça ne change pas grand-chose. Il suffit simplement de se déplacer des mètres aux hectomètres pour retrouver cette valeur de pi. Si on fait le demi-périmètre moins la hauteur, cette fois, on obtient 100 fois pi. Alors, le demi-périmètre divisé par la hauteur, ça c'est normal puisqu'on est en proportion, c'est toujours la même chose. Le demi-périmètre divisé par la hauteur, que la pyramide, je vous ai dit, fasse 3 mètres de côté ou 3 km de côté, ça va être la même chose. Donc, demi-périmètre divisé par hauteur nous donne pi à 3,1428. Demi-périmètre moins hauteur, là, nous donne 100 fois pi. Donc, on a les mêmes dimensions. Et là, cette fois, on a un pi qui est beaucoup plus proche du pi qu'on connaît, puisque c'est 3,1416. Donc, on a le même jeu de dimensions avec d'un côté une division et de l'autre côté une soustraction, ce qui est quand même étonnant. Mais ce n'est pas fini. On va maintenant considérer un autre volume qui est totalement indépendant de la forme de la pyramide, puisqu'il s'agit de la chambre haute. Alors, la chambre haute, elle est bâtie sur un double carré. Ce double carré aurait pu être plus grand, plus petit. Ça aurait pu ne pas être un double carré, ça aurait pu être une autre forme, pas nécessairement établie sur un double carré, mais on a choisi ça. Donc j'attire votre attention sur le fait que c'est vraiment un volume indépendant de la forme de la Grande Pyramide. Parmi tous les choix possibles de forme, ils auraient d'abord par hasard choisi celle d'un double carré qui ouvre sur une géométrie qu'ils ne sont pas censés connaître, celle du nombre d'or. Ensuite, pour réaliser cette chambre, parmi tous les choix possibles de dimensions, ils auraient arbitrairement choisi 10 coudées de large par 20 coudées de long. Avec une hauteur assez étonnante qui est de 11,18 coudées. Si on ne comprend pas bien pourquoi ils ont choisi 11,18 coudées, c'est tout simplement, il faut revenir sur la géométrie, c'est parce qu'en fait, on prend la demi-diagonale, donc c'est la moitié, hein, on a la diagonale, on prend la moitié, et on relève ça à la verticale, et là, donc, on obtient ces 11,18 coudées. Ce qui montre bien leur volonté de faire correspondre à quelque chose de géométrique, parce que faire 11,18 coudées quand on manie des blocs qui font de 12 à 70 tonnes, on aurait pu simplifier en faisant 11 coudées ou 12 coudées. Là, si vous imaginez mesurer 11,18 coudées avec des blocs aussi lourds. Les blocs du plafond de la Grande Pyramide font à peu près 70 tonnes, hein, pour vous donner une idée. Et alors là, pareil, ces dimensions vont justement s'éclairer avec le choix du mètre qu'on a fait. Parce que si on prend le périmètre au sol de cette chambre haute, donc c'est le petit côté, plus le grand côté, plus le petit côté, plus le grand côté, eh bien tout ça, ça va nous faire 60 coudées ou 31,416 mètres, soit cette fois 10 fois pi en mètres. Ce qu'on remarque, c'est que si on enlève juste un petit côté à ce périmètre, eh bien à ce moment-là, on va obtenir le nombre d'or au carré fois 10 en mètres. Maintenant, si on trace un triangle avec le grand côté et deux des diagonales, on va obtenir un triangle 3, 4, 5. Alors, ce triangle 3, 4, 5, on le revoit dans d'autres constructions en Égypte, puisque c'est le profil pyramidal de la pyramide de Képhren. Mais on ne le voit pas que là, on le voit ailleurs aussi. Eh bien, figurez-vous que si on fait le périmètre, c'est-à-dire la longueur de ce triangle, elle est égale à 31,416 mètres, qui est égale au périmètre, en fait, de la chambre haute au sol. Ça, c'est aussi une constatation, et là, on est encore en mètres. Mais ce n'est pas fini. Et là, je vais reprendre directement l'extrait de BAM. Cette dimension-là, plus 2,618 m, égale cette dimension. Cette dimension plus 2,618 m égale cette dimension. Plus 2,618 m, c'est cette dimension. Ça ne se produit que parce que la pièce mesure 10 coudées par 20 coudées. Si ça avait été 9 coudées par 18 ou 11 par 22, on aurait trouvé le nombre d'or et pi en proportion, mais pas en mètres. Autrement dit, on ajoute à chaque dimension 2,618 m, ce qui est le nombre d'or au carré en mètres, et on obtient la dimension suivante. Et ceci, je le rappelle, pour un volume qui est indépendant de la forme de la Grande Pyramide. Alors si je dis ça, c'est parce qu'on nous opposait une coïncidence avec le fait que la coudée fasse 1/6 de pi en mètres. Ensuite, on a choisi une forme pour la pyramide, et puis tout ça découle derrière. Mais là, on a un autre volume. Et cet autre volume, vous voyez qu'à partir du moment où on a déterminé le mètre en 1795, d'un seul coup, on trouve toutes ces choses-là. Alors, est-ce que c'est une coïncidence encore? Ce que l'on trouve dans le plan au sol de la Grande Pyramide, ce que l'on trouve dans sa coupe, ce que l'on trouve dans son volume, on peut s'attendre à le retrouver dans la forme, le plan, la volume, les diagonales des chambres funéraires. C'est tout à fait normal puisqu'il utilise les mêmes méthodes. Moi, je trouve que ça commence à faire beaucoup pour notre hasard. Ce choix du mètre, comme vous l'avez vu dans la révélation des pyramides et dans BAM,
éclaire aussi la distance qu'il existe entre l'île de Pâques et le site de Gizeh. Mesurons maintenant en système métrique, comme on l'a fait avec la Grande Pyramide, la distance île de Pâques-Gizeh. 10 000 fois le nombre d'or, ou encore un quart de tour de la Terre multiplié par le nombre d'or. 10 000 fois le nombre d'or en kilomètres. Et alors, il y a une chose que je n'ai pas dit dans BAM, c'est que autant on ne peut pas bouger le point de départ qui est l'île de Pâques, autant le plateau calcaire du site de Gizeh est unique en son genre et se trouve à cet endroit-là et pas ailleurs. Mais bon, ça, je vais vous laisser méditer les réponses possibles à ça. On va continuer sur le sujet qui nous intéresse. Alors maintenant, on va retourner à l'époque médiévale et on va revenir à notre quine royale. Sans surprise, elle va également mesurer 1/6 de pi en mètres ou 0,5236 mètres, puisque sans que l'histoire nous l'explique, elle est identique à la coudée royale employée pour la construction de la Grande Pyramide. Mais ce qui pose question, c'est notre empan qui va se retrouver à 1/5 pile du mètre, puisqu'il mesure 20 cm. Si je soustrais 32,36 de 52,36, c'est un constat, je trouve derrière cet empan petit comme ça, qui représente, quand je le lis aujourd'hui, je le mesure aujourd'hui, ça représente 20 cm. 20 cm précisément. Et un mètre vaut précisément 5 empans royaux, ce qui est décidément une belle coïncidence de plus. Donc si on récapitule, la coudée royale aurait été choisie arbitrairement sur la distance qu'il existe entre le coude et l'extrémité du doigt. Elle serait tombée, quand on aurait déterminé le mètre plus tard, à 1/6 de pi en mètre, par hasard. Ensuite, on serait arrivé aux temps médiévaux, on aurait repris cette coudée qui aurait été par transmission, on l'aurait redécouverte, je n'en sais rien. On aurait utilisé cette coudée-là, cette coudée royale, qu'on aurait liée dans un système de dimensions par le nombre d'or à la quine. Et cette quine royale aurait été jugée plus importante que les autres, puisque c'est celle qui aurait été transmise par la royauté un petit peu partout en France. Et ensuite, lorsqu'on aurait défini le mètre quelques siècles plus tard, et bien à ce moment-là, l'empan, qui est déjà lié par le nombre d'or à la coudée, va également être lié au mètre, puisqu'il représente 1/5 du mètre. Alors, je vais me répéter, si l'empan mesure 1, et 1, c'est pas anodin, on peut le remarquer, pour la valeur de l'empan, ça le met un peu dans une position centrale au milieu de ses mesures. Alors, la paume mesure 1 sur le nombre d'or au carré, la palme mesure 1 sur le nombre d'or, le pied mesure le nombre d'or, et la coudée mesure le nombre d'or au carré. Ce que j'avais résumé par cette animation dans BAM. Mais lorsqu'on remet tous ces faits en ordre, on se rend alors compte de ce à quoi l'histoire commune nous demande d'adhérer. Au fait que les bâtisseurs de la Grande Pyramide seraient par hasard, et sans le savoir, tombés sur une valeur de la coudée en lien avec pi, le nombre d'or, et plus tard le mètre. Qu'au Moyen-Âge, sous l'impulsion de la royauté, les bâtisseurs d'églises et de cathédrales auraient par hasard adopté la même coudée royale que les bâtisseurs de la Grande Pyramide. Que des siècles plus tard, on aurait par hasard décidé de diviser la circonférence de la Terre en 40 millions de parties, qui auraient alors donné par hasard une valeur du mètre égale à 5 empans et une valeur de la coudée royale égale à pi divisé par 6. Et qu'accessoirement, lorsqu'on a adopté le mètre, personne ne se serait rendu compte que 5 empans valaient précisément 1 mètre. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, tout ça ne tient pas. À moins d'être un adepte inconditionnel du hasard, ne serait-il pas plus rationnel d'envisager que celui qui a soufflé de diviser la circonférence de la Terre en 40 millions de parties savait pertinemment ce qu'il faisait, et qu'il s'agirait, aussi surprenant que ça puisse paraître, d'une discrète et longue chaîne de transmission multimillénaire? Car ce qu'on remarque également, c'est que le choix de diviser la circonférence de la Terre en 40 millions de parties fait que le diamètre de notre planète vaut quasiment la racine carrée du nombre d'or. Quoi qu'il en soit, dans les faits, la coudée royale, pi, le nombre d'or et le mètre sont liés. Libre à chacun de le vérifier ou de conclure en fonction de ce qu'il croit. Car ce qu'on croit influence ce qu'on voit. Donc maintenant, vous comprendrez quand dans Barabar, dans les grottes de Barabar et dans Soudama, on découvre des dimensions qui sont liées au système métrique, puisqu'on va trouver un diamètre de 6 mètres. Et je vais vous laisser la séquence, je vais vous remettre la séquence de BAM. Le diamètre au sol de la chambre circulaire mesure 6 mètres, à 1 mm près. Sur cette forme complexe de cône tronqué, on a placé une demi-sphère d'environ 3 mètres de diamètre, à 5 cm près cette fois, dont le centre se trouve à 1 mètre au-dessus du sol, à 1 cm près. Alors, il faut noter aussi que cette chambre est bâtie en granit, qu'elle se trouve également sur un point de discontinuité de l'écorce terrestre, comme c'est le cas de la Grande Pyramide, ça je vous renvoie également à BAM. Alors selon vous, face à toutes ces constructions qui défient le temps et la raison, qu'est-ce qu'il paraît le plus raisonnable à envisager pour l'origine véritable du mètre? De tout attribuer au hasard, ou alors d'envisager que nous ayons pu hériter le mètre d'une ancienne civilisation qui serait disparue
au moment du Drias récent et qui aurait transmis ça à nos descendants? À vous de voir.